Donc, on va s'intéresser aux frères Pereire, donc qui sont des banquiers et qui, donc, on vous le dise, fondent le Crédit Immobilier, une société d'actions, et vont devenir des acteurs majeurs de l'industrialisation et de la modernisation économique. Donc, leur parcours commence en 1835 en créant la Compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain, donc qui est euh, la toute première compagnie de chemin de fer en France et surtout la toute première ligne de chemin de fer en France, 28 km en 1835. On avait un peu de retard comparé aux Anglais. 1852, ils fondent le Crédit Immobilier et la Compagnie des chemins de fer du Midi. Donc à chaque fois, ils prennent des participations là-dedans. 1853, c'est les établissements thermaux de Vichy. 1855, la Compagnie Générale Maritime qui existe toujours sous le nom de CMA-CGM. Il crée ensuite une ville d'hiver à Arcachon. Bref, vous voyez quand même que c'est assez éclectique leur participation. Ok. Donc c'est des pionniers dans l'essor des transports modernes et des gens qui vont essayer qui vont participer à l'aménagement du territoire. Alors, voilà, Compagnie Générale Maritime qui va développer des paquebots transatlantiques à partir de 1855, avec notamment le bateau l'Impératrice Eugénie qui est lancé en 1864. Les frères Pereire, on y va. La première question, comment la révolution bancaire a-t-elle contribué à la modernisation industrielle? Je vous écoute. Moi j'ai écrit donc que c'était le crédit immobilier. Donc c'était ce que les frères Pereire ils ont mis en place. Donc ça a accentué la modernisation. Ok. Oui, mais alors comment? Parce que ça aide les. Bon, je sais pas. Ok, quelqu'un d'autre? Ok. Pour faire des échanges économiques, oui, tout à fait. En fait, en créant ces banques, voilà, en créant ces banques, les Pereire ont permis de drainer d'énormes capitaux vers l'industrie et le commerce. Par exemple, le crédit immobilier a le droit de créer des actions qui représentent 10 fois son propre capital à elle. Donc c'est monstrueux. Ok. Alors, question 2. Montrer que les Pereire investissent dans de nombreux secteurs de l'économie. Je vous écoute. Oui, ils investissent dans les grands travaux de Marseille. Ouais, Après, ils ont investi aussi pour créer la ouais, Compagnie Générale Maritime. Et puis dans la Compagnie du Midi aussi. oui, Et dans puis les voilà. compagnies de chemin de fer, tout à fait. Donc ils ont investi aussi bien dans le chemin de fer, dans euh, les opérations immobilières. Là, vous voyez, hein, donc l'avenue impériale, la rue impériale, qui est donc proche du vieux de port. Ok. C'est l'avenue où il y a le tramway actuellement et où il y a des magasins des deux côtés qui relient au centre bourse, pour ceux qui connaissent, à Marseille. Et donc on a dit, ils font aussi, je vous l'ai dit, là, le transatlantique avec le paquebot Impératrice Eugénie. Tout à fait.
Enfin, pourquoi les PERER peuvent-ils être qualifiés de visionnaires? Tout à fait, Andrea. En fait, ils ont été visionnaires, ils sont visionnaires parce qu'ils investissent dans des secteurs où leurs parents ou leurs grands-parents n'investissaient pas avant. Je veux dire, le chemin de fer et le bateau à vapeur, quand ils commencent à investir là-dedans, ce sont des technologies extrêmement nouvelles. On a un peu c'est comme les types qui vont investir dans les startups aujourd'hui. Dans les trucs qu'on ne sait pas si ça va durer, si, etc. Là, tout était à construire, tout était à faire. D'accord? Bien. Et enfin, dernière question, pourquoi les PERER, la puissance financière des PERER s'est-elle effondrée? Alors, apparemment, ce serait parce que le cours de l'action, qui était au début modélisé par une courbe qui montait beaucoup, donc qui augmentait, a chuté. En fait, je n'arrive pas à déterminer pourquoi, précisément. Bah, en fait, les PERER le crédit immobilier plutôt, doit faire énormément d'avances. Et des avances, hein, voilà. On fait des avances, notamment à la compagnie immobilière, et comme les appartements ne se vendent pas, les immeubles ne se vendent pas, l'argent ne rentre pas, donc ça fait une crise financière, et donc les PERER sont obligés de démissionner de leur propre crédit, de leur propre société de crédit. D'accord? En fait, ils sont trop avancés pour trop avancer d'argent, créer trop d'argent, trop emprunter jusqu'à l'asphyxie. Et donc à ce moment-là, ils ne peuvent plus financer la base. Ok? PERER. Alors, donc c'est notre C, les banquiers, un des acteurs de la modernisation économique. Donc, le 19e siècle est l'âge d'or des grands banquiers. Les Rothschild, les Camondo, les PERER, les Lazare, les Laffitte sont des acteurs privilégiés de cette transformation industrielle et économique du pays. La banque Rothschild, vous la connaissez. Vous avez un certain nombre de points dans Paris qui ont été financés par ces grandes banques. Donc, ils ont quand même participé énormément à la transformation industrielle du pays. Donc, les frères Émile et Isaac PERER, qui sont des proches de Napoléon III, sont deux bons exemples de banquiers et d'investisseurs. Ils sont à l'origine de la première banque de dépôt, le Crédit Immobilier, et de nombreux autres investissements. Ils sont en rivalité avec le banquier James de Rothschild, qui est lui moins en faveur auprès de l'empereur, et est l'incarnation de la haute finance ou de ce qu'on appelle la féodalité boursière. Les frères PERER, eux, représentent les banques nouvelles, ils sont jeunes, ils sont visionnaires. Donc leur domaine d'action, c'est le chemin de fer, donc la construction puis l'exploitation des chemins de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, 1835-1837, de Paris à Versailles-Rive droite, 1839. Il collabore avec d'autres banquiers pour faire la ligne Paris-Lyon, pour les chemins de fer du Nord, les chemins de fer de l'Ouest, la ligne Lyon-Méditerranée, qui va devenir le fameux PLM, Paris-Lyon-Marseille, donc une compagnie qui s'appelle la compagnie PLM. Ils investissent également dans les chemins de fer étrangers, 1854, Société autrichienne des chemins de fer de l'État, et 1856, création de la grande compagnie de chemins de fer russe. Petit aparté, pour vous dire qu'avant la création de la SNCF, vous aviez plusieurs sociétés qui géraient le réseau. C'est-à-dire que le PLM gérait la ligne Paris-Lyon-Marseille, les chemins de fer de l'Est géraient l'Est, etc., etc. Et en fait, la SNCF a racheté, et la création
la réunification de toutes ces sociétés en une seule. Bien. Autre domaine d'action, c'est la première banque de dépôt, le crédit immobilier, donc qui pratique l'escompte, donc qui avance de l'argent. Donc ça veut créer de nouvelles pratiques bancaires. C'est une banque de prêt à long terme pour l'industrie. Cette banque, en fait, est le prototype des grandes banques modernes, à savoir, on a un capital qui est fait en actions, on appelle massivement à faire de l'épargne par l'émission d'obligations, d'actions si vous préférez, et l'ouverture de comptes courants. Donc ça fait de l'argent frais. Ok ? La constitution d'un réseau bancaire national, notamment, l'argent qui est amassé est réinjecté dans l'investissement industriel. Il faut savoir que ce qu'il y a sur votre compte en banque, les sous que vous y apportez, ils sont réutilisés pour investir dans d'autres choses. Okay, mais tout en vous garantissant, heureusement, ce qu'il y a sur votre compte ou ce qu'il n'y a pas. Le crédit immobilier fait faillite en 1867. On l'a vu. Il participe aussi aux grands travaux d'Haussmann à Paris, par le biais de leur compagnie immobilière, qui va leur permettre d'acheter des terrains constructibles à Paris. Donc eux, ils vont s'occuper du quartier de l'Opéra, de la rue de Rivoli. Ils vont construire des hôtels particuliers près du parc Monceau, un grand hôtel au Louvre et un autre grand hôtel pour accueillir les visiteurs de l'exposition universelle de 1855. Ils s'occupent également de la circulation, de la lumière à Paris, avec l'achat de la Compagnie Générale des Omnibus et de la Compagnie Parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, parce qu'avant de s'éclairer par l'électricité, on s'éclairait par le gaz. D'ailleurs, si vous pouvez voir dans le vieux Toulon, dans le Toulon haussmannien, encore des immeubles avec marqué gaz à tous les étages, parce que c'était très innovant pour l'époque. Enfin, lancement de stations touristiques. Donc on va, on l'a dit, l'établissement thermal de Vichy, la station balnéaire d'Arcachon, avec raccordement au chemin de fer. Et puis on l'a dit, les chantiers maritimes, Saint-Nazaire notamment. Et puis ils investissent aussi dans des grands crus bordelais. Bien. Voilà pour les Pereire. Alors, je vais terminer juste par une petite explication sur la... Mais c'est que c'est super drôle, Clovis. Concernant les expositions universelles, alors il faut savoir que les expositions universelles, au XIXe siècle, sont la vitrine de cette révolution industrielle. Donc elles sont extrêmement rapprochées. Vous avez 1851 à Londres, 1855 en France, 1867 en France, 1889 en France, 1880 en France, plus Chicago, plus Philadelphie, plus etc., etc. Donc il y en a un paquet. Aujourd'hui, elles sont un peu plus rares. Hein. La dernière, c'était à Dubaï, de mémoire, il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et il y en aura une qui est prévue un peu plus tard. Mais là, l'idée, c'est de figer à un moment T et d'exposer les grandes techniques, les grandes révolutions techniques. Donc là, on le voit. On a une grande nef métallique qui s'inspire du Crystal Palace à Londres. On a la galerie des machines où on va retrouver des marteaux-pilons, des machines hydrauliques, des moissonneuses, une tondeuse à gazon, une machine à laver le linge, etc., etc. Et à chaque fois, vous aviez des millions de gens qui viennent voir cette exposition universelle. Et enfin, dernier point,
L'exposition universelle a une portée politique, elle sert à mettre en œuvre la grandeur de la France impériale. On le voit bien avec les deux drapeaux, avec le N de Napoléon, pour rappeler qui c'est le patron. Ok? Et grâce à qui on a tout ça. Bien, on a fait une bonne séance. C'était pas mal.